Racine, une tribune d'actualité sur la diversité culturelle et le vivre ensemble. Réflexion et analyse politique, enjeux sociaux et culturels, hommages et reconnaissance. À tous les mercredis matins de 8h à 9h avec Mohamed Baroun, en direct du 102.3 FM. Bonjour, bon matin chères auditrices, chers auditeurs. Plaisir de vous retrouver ce mercredi 16 décembre 2020. Aujourd'hui, nous allons faire le bilan de l'année avec des invités influents sur la scène montréalaise de différents secteurs socio-économiques et politiques. Nous aurons avec nous Richard Dano, directeur général de Moisson Montréal, Manon Massé, chef du Québec solidaire et député de Saint-Marie-Saint-Jacques, Carl Mérin, directeur de la Fondation de Grand Montréal, et M. Michel Leblanc, directeur président de la Chambre de commerce métropolitain de Montréal. Parmi les composantes très influentes sur la scène montréalaise, c'est la Chambre de commerce de Montréal et j'ai le plaisir de recevoir M. Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce de Montréal métropolitain. M. Leblanc, bonjour. Bonjour. Alors, le mercredi dernier, la Chambre de commerce de Montréal métropolitain a organisé un forum stratégique virtuel sur le centre-ville. Quelles sont les actions ou les recommandations à la suite de ce forum? Ben, c'est clair que l'objectif du forum, c'était de discuter avec le milieu d'un plan d'action qu'on a rédigé dans les dernières semaines, qui partait des grands enjeux du centre-ville. Un enjeu de perte d'achalandage, un enjeu éventuellement de relance qui pourrait être difficile si le télétravail reste en mode hybride et finit par affecter encore une fois l'achalandage. Alors, le premier message, c'est qu'on doit être bien conscient de l'importance du centre-ville, l'importance pour l'activité économique et éventuellement l'importance du centre-ville aussi pour les revenus de la ville. Les taxes foncières proviennent en grande partie de la valeur de tous ces édifices. Donc, il faut en prendre soin. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est de bien travailler sur illustrer l'avantage de travailler au centre-ville. On y retrouve à la fois une concentration d'expertise, mais aussi de services qui permettent aux entreprises d'être très productives. Ensuite, des initiatives qui vont rendre le centre-ville attractif. Donc, dans la prochaine année, y créer un effet wow, faire en sorte qu'on ait envie d'aller le voir, qu'on ait envie d'aller le visiter. Et éventuellement, évidemment, aussi agir sur l'attractivité pour des résidents. Les centres-villes qui performent bien sont des centres-villes mixtes où il y a effectivement beaucoup d'activités commerciales, d'activités de sièges sociaux, mais une base de résidents qui fait que c'est agréable, c'est sécuritaire. Alors, il y avait tout un ensemble de mesures. On a tenté d'avoir des mesures à très court terme, mais des mesures aussi à plus long terme pour s'assurer qu'au sortir de la pandémie, là, le centre-ville redevient très, très dynamique. Et le dernier point, c'est que les touristes sont souvent attirés par des centres-villes. Ça ne veut pas dire qu'on va dans un pays uniquement pour sa ville principale et son centre-ville, mais ça fait partie des raisons pour lesquelles on va dans des endroits. Et donc, c'est aussi intéressant pour tout le Québec que le centre-ville de Montréal soit très vibrant. Effectivement. Montréal entend investir 60 millions, dont 10 millions qui seront consacrés au centre-ville. Comment vous avez accueilli ce plan d'action présenté par l'administration Plante? Est-ce que c'est suffisant? Positivement. D'abord, il faut qu'on réalise que la ville a des moyens limités. Et donc, quand on parle de 10 millions pour le centre-ville, c'est pas cette somme-là qui va changer fondamentalement les défis du centre-ville. Par contre, c'est absolument essentiel d'abord que la ville exerce un leadership, qu'elle montre, qu'elle s'en préoccupe. Deuxièmement, qu'elle agisse avec ses argents de façon à créer un effet de levier avec les autres niveaux de gouvernement qui, eux, peuvent investir davantage. Il faut se rappeler que les villes, dont la ville de Montréal, n'a pas le droit de s'endetter. Donc, en période de crise, ce sont les autres paliers de gouvernement qui peuvent dépenser énormément, quitte à s'endetter et à rembourser ça durant les prochaines années. Maintenant, la ville, elle a d'autres leviers et elle doit s'en servir.
à travers ce qu'elle fait, elle peut déterminer dans quelle mesure c'est agréable d'aller au centre-ville. Donc, par exemple, la gestion des travaux, l'aménagement durant les travaux. Je disais, il va falloir qu'on crée un effet wow pour attirer des gens au centre-ville dans les prochains mois. Ben, la ville peut jouer un rôle là-dessus. Et le dernier point, c'est que la ville, par toutes ses pratiques réglementaires, les permis, peut à la fois faciliter l'ouverture de commerce avec des terrasses plus grandes, mais aussi accélérer les processus pour des chantiers résidentiels, des chantiers commerciaux, et faire en sorte que le centre-ville reste un endroit dynamique où il se bâtit des choses, il se développe des nouveaux projets. Et c'est très important qu'un centre-ville ne tombe pas au point mort d'un point de vue de son développement. Plusieurs plans d'action de 3 paliers gouvernement. Est-ce qu'il y a des secteurs oubliés ou des secteurs qui doivent être plus soutenus en priorité? Ben, clairement, il y a des secteurs qui affectent toute notre économie et qui sont très concentrés sur Montréal, évidemment. Là, on peut penser à tout le domaine de l'aéronautique. Montréal est la capitale canadienne de l'aéronautique, donc on y construit des pièces d'avion, des simulateurs, bref, toutes sortes de pièces et d'équipements pour l'industrie de l'aviation. Et ce secteur-là souffre énormément. Comme les compagnies aériennes souffrent aussi énormément, il faut se rappeler que si on prend le centre-ville large, là, on a Transat, on a Air Canada. Ce sont des fleurons de notre économie. Donc, à la fois l'aide au secteur aérien qui n'arrive pas encore, alors que dans toutes les autres tous les grands pays, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, on a mis en place des programmes d'aide massifs pour les transporteurs aériens. Ici, ça tarde. Pour ce qui est de l'aéronautique, il y a des discussions qui ont lieu, mais encore là, ça tarde. Moi, je rajouterais que je pense qu'on doit faire plus pour aider les centres-villes. Et j'ai dit souvent, il faut traiter les centres-villes comme étant des secteurs presque économiques à part entière. Je pense finalement que l'hôtellerie, qui est très présente au centre-ville, et on a mis en place des programmes, mais ces programmes-là n'aident pas vraiment les grands hôtels. Et on est toujours en attente des moyens qui vont être mis en place pour les grands hôtels qui se retrouvent naturellement au centre-ville de Montréal. Donc, ce sont des secteurs importants pour l'économie, importants pour Montréal. Et le dernier point, surtout en ce qui a trait aux hôtels, on va vouloir que ces hôtels-là soient très fonctionnels quand la relance va arriver, parce que les touristes vont probablement être nombreux, et je pense que les gens qui nous écoutent, en tout cas moi-même, j'ai juste hâte de pouvoir prendre un peu de vacances éventuellement et aller quelque part. Et on va vouloir que beaucoup de gens viennent sur le Québec, viennent par Montréal, et donc on va avoir besoin d'hôtels fonctionnels au jour 1, en parfait état. Alors il faut aider ces hôteliers au centre-ville, mais partout au Québec. Tout à fait. La diversité en entreprise représente une richesse pour notre économie. Or, la crise actuelle a eu un impact sur le taux de chômage des nouveaux arrivants et en retard en matière d'intégration professionnelle. Comment assurer une relance économique inclusive et qui mise sur les forces de Montréal en tant que ville d'immigration et de diversité? Ouais, c'est un très bon point, et je pense que la crise de la pandémie et la crise économique sont évidemment au premier plan, mais on a bien vu dans les derniers mois comment la question de l'inclusion de tout le monde est revenue à l'avant-plan. Et on a tenu à la Chambre récemment un événement où on voulait justement discuter des enjeux d'intégration économique des populations immigrantes, des populations issues de la diversité quelle qu'elle soit. Et je pense qu'on a au Québec présentement une belle prise de conscience à la fois que tout n'est pas réglé, il y a des choses à faire, des gestes à poser, et que c'est une affaire aussi qui descend dans les entreprises. Ce n'est pas qu'une décision gouvernementale de mettre l'accent sur l'inclusion, mais c'est aussi une réalité d'entreprise. Et on a donc à la Chambre et avec tous nos partenaires décidé de poursuivre plein d'efforts pour amener toutes les entreprises, toutes les directions de ressources humaines à être bien conscients des défis qu'on peut résoudre localement pour inclure tout le monde. Maintenant, l'autre élément qui pour nous est très important, c'est la question de l'intégration des immigrants
dans les lieux de travail. Et la pandémie a eu un effet, c'est d'avoir, dans bien des cas, fait des victimes dans les populations qui étaient plus récentes en emploi. Ceux qui sont arrivés parce que ce sont les jeunes, et donc c'est ceux qui avaient le moins d'ancienneté. Et dans bien des cas aussi, ce sont des immigrants qui ont été intégrés récemment, qui ont obtenu leur emploi plus récemment, et donc qui ont perdu leur emploi dans les premiers. Et là, on est bien conscient que devant nous, le défi, c'est de réintégrer tout le monde. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que la Chambre, récemment, a lancé un nouveau programme qui s'appelle Passerelle sectorielle, qui est appuyé par le gouvernement du Québec, et le ministre Jean Boulet, dès le départ, avait offert son soutien. Et le programme Passerelle sectorielle, ce que ça vise à faire, c'est à aider des immigrants récents, des immigrants qui ont perdu leur emploi, à se retrouver un emploi, en comprenant bien que dans bien des cas, ce sont des gens qui, comme je l'ai dit, ont été peut-être plus vulnérables, mis à pied plus tôt, mais aussi qui ont des réseaux d'affaires moins développés parce que récemment arrivés. Et comme la pandémie fait qu'on ne peut pas se rencontrer, il n'y a pas d'événement de la Chambre, par exemple, c'est beaucoup plus difficile de réseauter et éventuellement de se replacer. Et donc, on a ce programme Passerelle sectorielle qui vise à aider à faire des rencontres entre des gens qualifiés qui ont perdu leur emploi et des entreprises qui ont des besoins, tout ça en mode virtuel. Donc, aider des immigrants à développer des CV qu'on explique, donc des courtes entrevues, aider à bien comprendre comment on se présente dans les dynamiques de ressources humaines au Québec, parfois c'est nouveau, et aider les entreprises de leur côté à bien comprendre comment on peut expliquer on a besoin comme ressources, comment on peut travailler avec des immigrants pour s'assurer que l'intégration est un succès. Donc, c'est un programme qui est tout nouveau, qui va viser quelques centaines d'immigrants dans les prochains mois et aussi une bonne centaine d'entreprises pour faciliter cette réembauche. J'espère qu'on aura l'occasion de donner plus d'informations sur le programme et on aura le plaisir de vous inviter ou un de vos collègues pour nous donner plus d'informations sur Passerelle sectorielle. Monsieur Michel Leblanc, président, directeur général de la Chambre de commerce métropolitaine de Montréal, merci beaucoup, au plaisir. De retour au programme Racine, après avoir parlé avec Monsieur Leblanc, directeur général de la Chambre de commerce de Montréal, un autre partenaire essentiel de la vie socio-économique de Montréal, c'est la Fondation de Grand Montréal. J'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Carl Mérin, directeur général de la Fondation de Grand Montréal. Monsieur Mérin, bonjour. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Je vous entends très bien. Ça va bien aujourd'hui? Oui, merci. Alors, la situation liée à la COVID-19 a eu pour effet de mettre en lumière plusieurs failles de notre contrat social et qui nous oblige à penser à l'après-COVID et de réfléchir sur comment nous devrons faire différemment. Dans quelle mesure la COVID-19 a changé les objectifs et les pratiques de philanthropie? Oui, ben écoutez, d'abord, c'est une année, 2020 a été une année, on le sait, particulièrement difficile et exceptionnelle à plusieurs égards. On a vécu vraiment une tempête parfaite avec une pandémie, donc une crise sanitaire qui s'est accompagnée évidemment d'une crise économique. On a eu par-dessus ça des enjeux de diversité, d'inclusion qui sont devenus très, très, très importants dans la même année. On se souvient peut-être qu'on a commencé l'année avec une crise sur le front autochtone. On a terminé l'année aussi avec la mort de Joyce et Chacuan. Et donc, en plus, par-dessus ça, il y a la crise climatique, la crise environnementale qui demeure. Et donc, pour le milieu philanthropique, cette année, il y a eu vraiment un besoin. Les grandes fondations philanthropiques ont voulu donner plus qu'à l'habitude pour compenser le manque à gagner. En fait, les besoins étaient de plus en plus grands et malheureusement, les dons du public n'ont pas été capables de suivre puisqu'on était en situation de crise. Donc, vraiment, ça nous a demandé d'être agile, de pouvoir essayer de trouver des manières de travailler ensemble pour ensuite aller répondre aux besoins du terrain. Et finalement, on se pose tous la question, comme on est entré dans cette crise-là,
Quand on est entré dans cette crise-là, il y avait des fractures, des lignes de fracture qui étaient déjà présentes. On sait, il y avait des populations qui étaient plus marginalisées, des populations qui étaient plus vulnérables et qui ont été affectées beaucoup plus durement par la pandémie et la crise économique. Et nous, la Fondation du Grand Montréal, on avait publié le rapport Signes vitaux, qui est un rapport qui fait état des grandes tendances sociales, environnementales, économiques du Grand Montréal. Et on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment, depuis 20 ans, beaucoup d'indicateurs de pauvreté ou des indicateurs sociaux qui avaient très peu progressé malgré une vingtaine d'années presque continue de croissance économique. Et là, ça nous demande de nous poser la question, puis dans le secteur philanthropique, cette question-là se pose beaucoup, et pas juste dans le secteur philanthropique, mais dans la société en général. Lorsqu'on sort de la crise de la COVID-19, au moment où on va relancer l'économie, de quelle façon est-ce qu'on peut travailler pour aller travailler sur les enjeux structurels qui font qu'il y a des populations marginalisées, qui font qu'il y a des enjeux environnementaux qui restent non résolus. Et donc, comme beaucoup de gens se questionnent sur l'opportunité d'une relance verte et juste, et donc on cherche des moyens de faire ça. Donc, la philanthropie en ce moment, elle est très, très à l'écoute des besoins, puis est très consciente du fait qu'on a besoin de changer nos façons de faire au sortir de la crise si on ne veut pas reproduire essentiellement ce qui existait avant. Vous avez parlé des signes vitaux. Je suis au courant, je lis vos infolettes. Mais comment la philanthropie peut être une force de transformation? Oui, tout à fait. Mais écoutez, traditionnellement, on a pensé la philanthropie comme étant essentiellement de la charité, c'est-à-dire des gens qui avaient gagné de l'argent puis qui redonnaient une partie à leur communauté. Et plus récemment, on se rend compte que la philanthropie elle est en train de se redéfinir, c'est-à-dire pour nous, la Fondation du Grand Montréal, on est une fondation communautaire et de plus en plus, on se voit comme étant devant être plutôt le reflet de notre communauté. Et donc, la philanthropie doit descendre de son piédestal, aller sur le terrain, écouter, être vraiment à l'écoute des besoins et ensuite travailler peut-être plus qu'auparavant sur des enjeux structurels, c'est-à-dire pour essayer comme vous le dites, d'avoir un aspect transformateur plutôt que simplement répondre à des besoins ponctuels. Et ça implique non seulement dans les subventions qu'on fait, mais aussi dans la façon dont on investit nos fonds, parce que, comme vous savez, les grandes fondations philanthropiques sont des fondations qui investissent au Canada des milliards de dollars sur les marchés. Et ces milliards de dollars-là peuvent avoir un impact très positif sur la société s'ils sont gérés de façon durable, donc en tenant compte des enjeux environnementaux, des enjeux sociaux, des enjeux d'équité, d'inclusion. Et par le passé, on a eu tendance plus à dire, écoutez, ce qui est investi sur les marchés financiers, gardons-le sans aucune contrainte. Donc, les fondations philanthropiques se préoccupent uniquement du risque et du rendement, mais on se rend compte de plus en plus que la manière dont l'économie fonctionne, la manière dont on investit notre argent, a une influence, un impact direct sur les enjeux sociaux, environnementaux qu'on cherche à résoudre par nos subventions. Et donc en ce moment, la philanthropie, non seulement dans ses subventions, cherche à agir sur des enjeux plus structurels, mais aussi dans la façon dont elle génère ses revenus, cherche à redéfinir les façons de faire. Et donc, de manière générale, ce que je vous dirais, c'est qu'on tente le plus possible d'aligner nos valeurs, d'aligner nos investissements et nos subventions à nos valeurs et aussi aux objectifs du développement durable des Nations Unies, parce que c'est le cadre d'action qu'on s'est donné, nous, d'ici 2030, donc les 17 objectifs qui comprennent autant les objectifs sociaux qu'environnementaux. En parlant de transformation, ça m'emmène à parler aussi de l'empowerment. Depuis plusieurs années, on parle de l'empowerment et la pandémie nous a démontré clairement la fragilité de plusieurs groupes qui sont malheureusement les mêmes personnes vulnérables. Est-ce que les programmes de soutien offerts par la Fondation Grand Montréal exigent de la part de ses partenaires communautaires un plan d'accompagnement pour développer l'autonomie chez les familles vulnérables pour les aider de sortir de la pauvreté?
Ben, écoutez, c'est tout l'enjeu de répondre aux besoins conjoncturels puis de répondre aux problématiques qui sont structurelles. Et donc, vous savez, par exemple, si on regarde dans le Grand Montréal, notre rapport Syngvito démontre que 2/3 des personnes qui sont en situation d'insécurité alimentaire dans la région sont des gens qui travaillent. Donc, ce ne sont pas des gens sans emploi. Et donc, véritablement, il y a un problème structurel quand des gens travaillent puis se retrouvent malgré tout en situation d'insécurité alimentaire. Et à ce moment-là, effectivement, il y a un enjeu à travailler sur on a un besoin de travailler sur l'enjeu structurel, au-delà de répondre aux besoins ponctuels. Mais en même temps, on ne peut pas délaisser jamais les besoins ponctuels puis laisser les gens en situation d'insécurité alimentaire. Donc, il y a un équilibre à établir. La Fondation du Grand Montréal, il y a quelques années, je prends le secteur de l'insécurité alimentaire parce que c'est un secteur sur lequel on a travaillé. On a travaillé il y a quelques années à rassembler les acteurs dans une démarche qui s'est appelée Fin Zéro pour regarder l'ensemble du dossier de l'écosystème qui intervient là-dessus. Puis effectivement, l'objectif était non pas uniquement de répondre aux besoins immédiats de tout le monde, mais de faire en sorte que, à terme, l'insécurité alimentaire disparaisse. On s'entend que dans une société prospère puis développée comme la nôtre, le fait que des gens aient de la difficulté à se nourrir, dans une société aussi riche, c'est quelque chose de proprement scandaleux. Donc, on a besoin d'intervenir là-dessus. Et quand on parle d'empowerment, moi, je pense que ça passe nécessairement par, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, descendre de notre piédestal, se mettre à l'écoute des gens et de leurs besoins. Parce que c'est pas en dictant des solutions qui sont venues d'en haut qu'on va réussir à répondre aux besoins des gens. Parce que quand on fait ça, souvent ce qu'on va faire, c'est qu'on va, on rend les gens coupables de leur propre insécurité alimentaire, alors que c'est pas du tout ça qui est voulu. Alors, je pense qu'on a besoin d'agir aux deux niveaux. Il faut répondre aux besoins ponctuels, comme on l'a fait cette année, de façon massive, là, par exemple en distribuant 10 millions de dollars d'aide du gouvernement fédéral, puis je sais que Centraide et la Croix-Rouge aussi en ont distribué. Donc ça, c'est un besoin ponctuel. Mais comme je vous disais tout à l'heure, au sortir de la crise, ce qu'on va vouloir, c'est faire en sorte qu'on agisse de manière à ce que dans 10 ans, si on a cette conversation-ci, on ne soit pas encore à nouveau en train de parler d'indicateurs de développement humain puis d'indicateurs de développement durable qui n'ont pas progressé malgré la croissance économique. Il faut dorénavant que la croissance économique, les fruits de la croissance soient distribués et permettent à des gens de mener une vie décente et non une vie qui est dans la marginalité ou dans la vulnérabilité économique ou sociale. Tout à fait, j'espère bien. Vous avez parlé tantôt que la crise économique a affecté la philanthropie. Est-ce que la Fondation Grand Montréal va redéfinir ses priorités et les enjeux à soutenir? Oui, écoutez, nous, on est d'abord le secteur philanthropique dans son ensemble au Canada, c'est-à-dire les organismes qui reçoivent des dons de bienfaisance, ont vu leur revenu diminuer de façon dramatique cette année. Et ça demande à des fondations privées ou à des fondations communautaires comme la nôtre d'agir de façon plus diligente pour répondre aux besoins. Donc, on a rehaussé, nous, un petit peu l'année dernière et cette année, et l'année prochaine, dans le fond, le pourcentage de nos actifs qu'on va distribuer sous forme de subvention. D'autres fondations l'ont fait encore plus que nous, mais on a déjà fait cet ajustement-là. La chance qu'on a comme fondation communautaire, nous, c'est que on gère des fonds de dotation, donc des fonds qui sont détenus à perpétuité. Et ça fait en sorte que nous, notre actif, il varie peu. Donc, on est capable d'avoir cette présence-là qui s'inscrit dans le temps et qui est stable pour la communauté, même si ce qu'on fait est très insuffisant. On a la chance, nous, dans une année comme cette année, de ne pas avoir vu nos revenus baisser parce que essentiellement nos revenus nous viennent de fonds de dotation qui ont été créés. Il y en a plus de 660 à la Fondation du Grand Montréal et ces fonds-là continuent de livrer leurs fruits. Puis heureusement, avec la reprise financière, la Fondation du Grand Montréal n'a pas vu de perte de ces fonds sur les marchés financiers. Donc nous, on est cette forme de pérennité qu'on a puis de stabilité nous donne une indépendance financière puis une capacité de pouvoir année après année
être sur une base solide pour soutenir la communauté. Et ça, je pense que c'est un atout pour une ville comme Montréal ou pour une région comme le Grand Montréal de pouvoir avoir une fondation communautaire comme ça qui peut recevoir les dons philanthropiques puis ensuite les redistribuer en connaissant bien les besoins du milieu. Là. On dit souvent que une fondation communautaire, c'est un peu comme le couteau suisse de la philanthropie, c'est-à-dire que les gens créent des fonds chez nous qui peuvent aller soutenir autant un orchestre qu'un musée, qu'un programme de sécurité alimentaire, qu'un programme sportif ou la protection de l'environnement. Donc, on couvre toutes les causes et en ayant comme ça ce capital-là à perpétuité, on est capable de le faire pendant plusieurs années. Et le défi pour nous maintenant, c'est d'être plus intentionnel dans ce qu'on fait. Donc, d'ici en 2030, on veut progresser sur les indicateurs de développement durable des Nations Unies et ça veut dire ça qu'on va devoir être beaucoup plus proactif dans la façon dont on fait les choses, convaincre les gens qui créent des fonds chez nous de travailler ensemble, de mettre l'épaule à la roue pour vraiment, véritablement avoir un impact. Et je dirais qu'on va avoir besoin aussi de travailler avec les autres acteurs, donc les fondations philanthropiques, oui, mais les entrepreneurs sociaux, le secteur des affaires, le secteur gouvernemental, la Ville de Montréal, donc tout le monde doit se mobiliser. Donc, à cet égard, juste vous donner un exemple de ça, on a annoncé avec la Ville de Montréal jeudi dernier la création d'un partenariat pour le climat à Montréal qui regroupe plus d'une vingtaine de grandes institutions, des grandes entreprises, des organismes du milieu environnemental, aussi des universités, pour réduire les gaz à effet de serre d'ici 2030 à Montréal. Et ça, c'est le genre de partenariat qui nous permet de travailler sur des enjeux structurels là, dont je vous parle depuis le début. Et une fondation communautaire comme la nôtre, notre rôle, c'est vraiment d'être le catalyseur de ces nouveaux partenariats-là où on mélange le financement puis l'intelligence, l'expertise de tous, puis la capacité de mobilisation de tous pour vraiment faire un impact sur le terrain, dans ce cas-ci sur la question du climat, mais on peut penser à la même chose sur beaucoup d'enjeux aussi. Carl Mérin, président directeur général de la Fondation de Grand Montréal, merci, au plaisir. Merci. Au revoir. Racine, une tribune d'actualité sur la diversité culturelle et le vivre ensemble. Réflexion et analyse politique, enjeux sociaux et culturels, hommage et reconnaissance. À tous les mercredis matins de 8h à 9h avec Mohamed Baroum, en direct du 102.3 FM. De retour au programme Racine en direct de la station Centre-Ville 102.3 FM. Après avoir parlé avec M. Leblanc, M. Mérin, maintenant sur plus un niveau plutôt politique, j'ai le plaisir de recevoir Mme Manon Massé, chef de Québec solidaire et députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques. Madame Massé, bonjour. Oui, bonjour. Ça va bien aujourd'hui? Ça va bien, ça va bien. Alors, vous êtes chef de deuxième opposition à l'Assemblée nationale. Comment Québec solidaire a pu ou influence le travail du gouvernement? Bien, écoutez, c'est sûr qu'en cette année très particulière avec la pandémie et tout ça, donc la démocratie a focusé principalement sur les impacts de la pandémie, les choix du gouvernement. Pour nous, ça a toujours été très important d'être en phase avec la santé publique et de bien sûr questionner le gouvernement du Québec sur les choix qu'ils ont faits tout au cours de cette dernière année-là. Et je dirais aussi, bon, c'est sûr que ça a été moins vrai pour l'automne, mais le gouvernement s'est mis en mode quand même relance économique, qui est peut-être moins évident, mais là aussi, on a bien sûr levé le voile sur différents comportements du gouvernement, du ministre de l'Économie, ou l'absence de gestes posés, notamment par rapport aux petits commerces, aux petites entreprises, etc. Donc, ça a été une année où être à l'opposition était un défi, mais je pense que Québec solidaire, avec nos députés, on a réussi à marcher sur cette fine ligne qu'est bien sûr notre
notre rôle d'opposition, de poser des questions, etc., et de ne pas déstabiliser complètement l'appareil gouvernemental parce qu'on a un défi commun qui s'appelle gagner la bataille contre la COVID. Exactement. Est-ce qu'il y a certaines actions ou des idées que vous avez pu avancer ou influencer le gouvernement? Je vous entends mal. D'accord. Est-ce que vous avez réussi à influencer ou à avancer certaines idées au niveau du gouvernement? Oui, je vous remercie parce qu'effectivement, il y a comme un grichement sur la ligne, donc je vous entends parfois mal. Mais je vous dirais, oui, beaucoup moins que ce qu'on aurait souhaité parce que on s'est mis très rapidement au début de l'année en mode propositionnel. On était très connectés sur le terrain. Ce qu'on entendait dans les points de presse n'était pas du tout ce qu'on entendait sur le terrain, tant au niveau des services de santé, au niveau des enseignantes, au niveau des commerces, etc. Alors, on a rapidement fait une multitude de propositions au gouvernement du Québec et je vous dirais que c'est l'attitude de Québec solidaire dans le sens où nous, ce qu'on souhaite, c'est que pendant qu'il y a une crise sanitaire énorme qu'on vit présentement. Il y a aussi une crise de santé mentale chez nos concitoyens. C'est dur pour les gens de vivre confinés, d'avoir perdu leur emploi, d'être obligés d'aller quêter sa nourriture. Les gens vivent ça très difficilement. C'est dur pour les femmes, surtout qui sont dans le réseau de la santé, de voir leurs collègues tomber au combat, attraper la COVID elle-même par manque de bonne protection, que leur soit leur masque soit désuet, leur veste soit désuète, etc. Donc, on a fait beaucoup de propositions. Je vous dirais, Dieu merci, celle qu'on a fait la semaine dernière pour la période des fêtes, parce qu'on voyait bien que avec le taux d'hospitalisation qui augmentait, le nombre de décès, etc., que c'était un peu inévitable que le gouvernement nous remette en confinement. Ben, il fallait s'occuper de la santé mentale des gens, et là, on a invité le gouvernement à donner des règles claires pour que les gens puissent aller à l'extérieur, faire des rassemblements à l'extérieur, et c'est ça qui a été annoncé hier. Donc, je pense que des fois, sans trop le dire, le gouvernement écoute Québec solidaire, mais jamais complètement. Alors, donc, il peut jamais dire, c'est l'idée de Québec solidaire. C'est sûr que cette année était marquée pas juste de la pandémie, mais aussi son impact à plusieurs niveaux. Et c'est aussi la première fois dans l'histoire du Québec qu'un gouvernement a modifié la Charte des droits de liberté sans le consensus des élus de l'Assemblée nationale pour imposer un bâillon à 2 reprises et qui vise spécifiquement des personnes immigrantes. Jusqu'à quel point la Charte des droits de liberté de la personne assure la protection des citoyens et notamment les minorités? Écoutez, je pense que cette charte-là, en soi, elle est un grand filet social, mais elle impose d'avoir une vision de société qui se ressemble. Le gouvernement de la CAQ a une vision très étroite que nous ne partageons pas du tout à Québec solidaire de ce que devrait être la laïcité et particulièrement le port des signes religieux pour la fonction publique. Alors, tu sais, à la question que vous posez, est-ce que la Charte québécoise des droits et libertés est là pour protéger les gens? De façon générale, oui, certes, mais les gouvernements ont aussi cette possibilité, c'est d'ailleurs pourquoi c'est contesté, de se retirer avec la clause non-obstant, de pouvoir s'abstraindre. Puis je vous dirais, c'est un équilibre. Tu sais, je suis
Il y a des fois où c'est nécessaire de pouvoir le faire. Dans ce cas-là, ça ne l'était pas. C'est comme ça a été imposé et vous l'avez bien soulevé par un bâillon. Ça aussi, c'est inacceptable en démocratie. Vous savez comment est constitué le Parlement du Québec. C'est fait de telle sorte que, à force on est supposé de réussir à trouver les voies de passage en discutant, en échangeant, etc., en débattant. Alors, c'est sûr que quand il y a un bâillon sous un gouvernement majoritaire, même si ce gouvernement-là n'a reçu que 37% de l'appui des Québécois et Québécoises, ben là, il y a un vice de procédure et à notre sens, à nous, à Québec solidaire, c'est pour ça qu'il faut revoir la démocratie au Québec, le système le mode de scrutin, etc., parce qu'il ne reflète pas concrètement ce que voudraient les Québécois et Québécoises, puisque il y a des gouvernements majoritaires comme la CAQ qui n'ont reçu que 37% de l'appui populaire. Alors, c'est un gros problème et c'est pour ça qu'on va continuer à travailler fort pour une plus grande représentation parce que c'est nécessaire en démocratie. Le groupe d'action contre le racisme a présenté finalement son rapport avec 25 mesures qui ciblent l'accès au marché de l'emploi, la sécurité publique, le droit au logement et l'éducation. Comment vous avez accueilli ce rapport? Avec beaucoup de déception, mais c'était prévisible. C'était prévisible dans le sens où ce gouvernement-là, je ne sais pas trop pour quelles raisons, sinon des raisons idéologiques, se refuse de reconnaître quelque chose d'aussi évident que la discrimination et le racisme systémique. Alors, en ne pointant pas le bon problème, inévitablement, tu ne trouves pas des solutions qui sont pérennes, qui vont être durables dans le temps et qui vont avoir de réels impacts pour nos concitoyens qui vivent ce racisme systémique-là. Alors donc, je vous dirais, c'était prévisible. Le gouvernement, à mon sens, c'est ce que je vois de ce gouvernement-là depuis qu'il est au pouvoir. Il gère l'État à la crise. Quand il y a une crise, là, il réagit, il fait quelque chose. Il y a une autre crise, il réagit, il fait quelque chose. Et dans ce sens-là, pour ce qui est du plan, j'ose même pas parler d'un plan, en tout cas, ce qui a été déposé cette semaine, c'est, à mon sens, des souhaits, des indications, mais qui ne sont pas très rassurantes lorsqu'on sait ce que ça veut dire comme action nécessaire pour réussir à déconstruire ce qui fait en sorte que le racisme existe dans nos institutions et nos services publics. Alors, nous, on est déçus, mais ça ne va pas nous empêcher de continuer notre travail, puisque moi, peut-être que vous savez, je suis responsable des dossiers autochtones pour ma formation politique, et c'est un travail constant que je fais avec ce gouvernement-là, en partie de l'éducation et en partie, bien sûr, de la déconstruction, puisqu'il joue dans le film colonial qui a des impacts très négatifs pour mes concitoyens, qu'ils soient racisés ou autochtones. L'état des finances publiques au Québec dépasse maintenant les 270 milliards. Selon vous, faut-il s'inquiéter? C'est normal que dans temps de crise, le gouvernement doive investir. Je parle de la crise sanitaire, je parle de la crise de santé mentale. Ceci étant dit, ce qui est inacceptable pour nous à Québec solidaire, c'est que ce gouvernement-là se refuse d'aller chercher de nouvel argent, de nouveaux revenus. Et là-dessus, on lui a fait des propositions depuis toujours, mais je dirais de façon beaucoup plus répétitive depuis les derniers mois, depuis sa mise à jour économique, où on lui dit, oui, il y a un trou de 15 milliards actuellement dans les finances publiques au Québec, mais ceci étant dit, on lui a pointé 3 avenues. La première avenue, c'est un impôt de pandémie. Quand il faut serrer les coudes, pourquoi les entreprises qui, elles, ont bénéficié
de cette pandémie-là. Je pense notamment au métro, aux couche-tard de ce monde, au Costco, au Dollarama, qui, ma foi, n'ont à peu près jamais été fermés dans les derniers mois. Pourquoi ces entreprises-là ne feraient pas un effort supplémentaire? Nous, on pense que ça vaut la peine. Ça nous permettrait d'aller chercher quelques milliards. On pense qu'il est temps aussi que on l'appelle chez nous le club des millionnaires et des milliardaires. Monsieur Legault me dit toujours, il n'y en a pas de riches au Québec. Ben, je m'excuse. Il y a même des ultra riches au Québec. Et donc, nous, on propose un impôt sur les grandes fortunes, donc un certain point de pourcentage où les millionnaires et les milliardaires contribueraient plus au portefeuille commun et finalement une taxe sur le carbone. C'est qu'actuellement au Québec, il y a des entreprises qui ne paient pas leur juste part sur les émissions de gaz à effet de serre. Nous, on pense qu'il serait temps, ces très grandes entreprises-là, qu'il serait temps qu'ils contribuent un peu plus au portefeuille. Donc, oui, il y a un trou. C'est normal qu'il y ait un trou, mais ce qui n'est pas normal, c'est que ce gouvernement-là s'entête à pas vouloir imposer plus les gens et les entreprises qui ont les moyens de donner un coup de barre. Et ça, ce que ça veut dire entre vous et moi, c'est qu'on voit poindre à l'horizon de nouvelles années d'austérité. Et ça, les Québécois et Québécoises ont déjà assez payé. Manon Massé, chef du Québec solidaire et député de Sainte-Marie-Saint-Jacques. Merci, au plaisir. Ben, c'est toujours un plaisir. Merci, au revoir. Racine, une tribune d'actualité sur la diversité culturelle et le vivre ensemble. Réflexion et analyse politique, enjeux sociaux et culturels, hommages et reconnaissance. À tous les mercredis matins de 8h à 9h avec Mohamed Baroum, en direct du 102.3 FM. Du confinement, jamais l'insécurité alimentaire n'aura fait autant de manchettes que cette année. Pour en parler, je reçois Monsieur Richard Dano, directeur de Moisson Montréal. Monsieur Dano, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Ça va bien de votre côté? Ça va très bien. J'ai un petit peu de difficulté à vous entendre par ailleurs. Et ça va? Ça va maintenant? Oui. Super. Un peu mieux. OK. Alors, avant la pandémie, 200 000 personnes souffraient déjà de l'insécurité alimentaire dans le Grand Montréal. Comment Moisson Montréal s'est adapté à cette nouvelle réalité? En fait, le premier enjeu était d'assurer un environnement sanitaire adéquat afin de protéger nos employés et nos bénévoles qui font l'ouvrage. Ça, c'était le premier enjeu auquel on a fait face en mars parce que il fallait s'assurer qu'on puisse assurer la continuité du service. Ce que toutes les entreprises ont fait d'ailleurs, là, c'est rien d'extraordinaire. Puis après, il a fallu s'activer pour trouver plus de nourriture parce qu'on savait que la pandémie allait avoir un impact sur le niveau de l'insécurité alimentaire à Montréal. C'est très tôt, là, dans la troisième semaine de mars. C'était donné comme objectif d'essayer d'aller chercher 30% plus de kilogrammes. On voyait venir une vague, on voyait venir une exacerbation de la problématique de l'insécurité alimentaire. De ce point de vue-là, on est content parce qu'on a réussi. Là, je regardais les chiffres au 30 novembre. Du 1er avril au 30 novembre, on a réussi à donner 21 millions de dollars de nourriture de plus que ce qu'on avait fait l'année passée. On a réussi à livrer la marchandise. Ça, c'est le côté très lumineux de la pandémie. Le côté très triste, évidemment, c'est qu'il y a 30, 40, 50% plus d'achalandage dans les divers comptoirs alimentaires à Montréal qu'au Québec. Puis ça, il faut vraiment espérer là, que ce soit le plus transitoire, le plus temporaire possible parce qu'avant la pandémie, Montréal avait la triste réputation d'être la grande ville canadienne où l'insécurité alimentaire était la plus présente. Fait que depuis la pandémie, évidemment, les choses se sont juste empirées. Fait qu'il faut espérer qu'il y a de la lumière là, au bout du tunnel, il y a les vaccins qui s'en viennent. Puis il faut espérer que les gens vont pouvoir retomber sur leurs pattes. Il faut espérer que les gens vont plus retrouver leur niveau d'autonomie le plus rapidement possible pour retourner vaquer à leurs opérations puis être des acteurs à part entière de notre système. Mais c'est certain que la pandémie va avoir un impact peut-être
moyen terme sur certaines personnes, familles vulnérables. Avez-vous une stratégie aussi au niveau de moyen terme pour soutenir et continuer à soutenir ce nouveau groupe de personnes affectées par la pandémie? Les services aux individus sont donnés dans les quartiers. C'est dans les quartiers de Montréal, c'est dans les milieux de vie que la lutte contre la pauvreté ou que l'aide se donne. Et puis le tissu communautaire à Montréal est très fort, très dynamique, très résilient. À titre d'exemple, je vous dirais, au début de la pandémie, là, il y a environ 30% des organismes en sécurité alimentaire qui sont accrédités chez moi sur Montréal, qui ont fermé leurs portes pour des raisons notamment là, de contraintes sanitaires. Là, ça a forcé tout un déplacement des clientèles parce que, évidemment, c'est pas parce qu'il y avait la pandémie que les gens avaient plus faim soudainement. Fait que si moi, j'allais dans un organisme de quartier, puis l'organisme de quartier ferme, ben là, je devais essayer de me trouver, me magasiner un autre organisme communautaire de quartier quelque part qui pourrait venir en aide, qui pourrait me venir en aide. Le réseau s'est rééquilibré, s'est rebalancé en fonction des contraintes sanitaires qu'on avait. Il y a beaucoup de services qui ont émergé. Il y a des belles activités, il y a des belles initiatives régionales ou sous-régionales qui ont émergé dans certains quartiers de Montréal. Je pense que c'est très positif. Maintenant, à votre question, la problématique de la pauvreté ou la problématique de l'insécurité alimentaire, c'est pas un bloc monolithique. Chaque cas est très particulier. Chaque situation est très particulière, puis on trouvera pas une solution globale, un one size fits all, comme on dit en anglais, qui va régler tous les problèmes. Mm-hmm. Nous, chez moi sur Montréal, nous sommes beaucoup plus d'avis que les initiatives locales de quartier qui sont supportées par des intervenants du vrai monde, qui sont en contact quotidien avec des gens dans le besoin. C'est là qu'il y a la meilleure chance de développer, de prendre des actions qui vont réellement porter fruit, qui vont réellement donner quelque chose. Évidemment, ça amène son lot de problèmes, parce qu'on se ramasse avec des organismes qui ont un très vaste réseau, ou un très vaste ampleur de services, un grand spectre au niveau de leur offre de services. Mais, je le répète, la problématique de l'insécurité alimentaire ou la problématique de la pauvreté, c'est pas un bloc monolithique. Les gens la pauvreté ou l'insécurité alimentaire chez les personnes âgées qui ont des revenus de retraite insuffisants, puis la problématique de l'insécurité alimentaire ou de la pauvreté pour des étudiants qui sont à l'école, c'est deux mondes, c'est deux univers. Mm-hmm. C'est deux univers qui commandent des actions différentes. Puis moi, j'ai beaucoup confiance que les organismes de quartier sont capables de déployer des solutions qui, à long terme, sortent les gens de ce trouble-là, de cette misère-là. Il faut avoir confiance. Nous, comme organisme régional, chez moi sur Montréal, on est là pour leur fournir de la nourriture, on est là pour, comme levier financier, si vous voulez, là, en 8 mois, on a donné 75 millions de dollars de nourriture là, aux organismes de Montréal. C'est gigantesque. Là. Fait qu'on est là comme support financier aux organismes de quartier. Fait que pendant qu'on leur fournit de la bouffe, ils n'ont pas besoin de l'acheter, ils n'ont pas besoin de courir après, ils n'ont pas besoin de la solliciter. Puis ils peuvent utiliser le peu de ressources financières qu'ils ont pour développer des solutions qui vont changer la vie des gens qui sont dans le trouble, qui sont précarisés. La ville... La pandémie, je veux dire, évidemment, c'est épouvantable. C'est épouvantable que l'insécurité alimentaire a été exacerbée comme ça. Mais la pandémie a aussi fait ressortir le meilleur de ce qu'on a comme société. La pandémie a aussi fait ressortir l'immense solidarité sociale qui existe au Québec et à Montréal. Puis ça, c'est non négligeable. C'est important de se le dire. C'est important de prendre le temps de le constater parce que tout n'est pas noir, tout n'est pas triste, tout n'est pas malheureux. Dans cette situation très désagréable qui est la pandémie, puis mortelle qui est la pandémie pour certains, sort des très belles initiatives, puis émergent des très belles choses aussi. Évidemment, chez nous, chez moi sur Montréal, on est inquiet par rapport au futur à court terme, parce qu'on pense que les choses vont s'empirer avant de s'améliorer. Puis on nourrit certaines craintes par rapport à, par exemple, à la capacité de se financer l'année prochaine, par rapport à notre capacité de soutenir la cadence actuelle. Serons-nous capables encore de fournir 30-40% plus de kilos l'année prochaine, comme on l'a fait cette année? Bon, ça, c'est toutes des incertitudes qu'on a devant nous, puis c'est des choses avec lesquelles on jongle au quotidien.
Mais il y a quand même émergé de très belles choses. Nos gouvernements, on peut trouver qu'ils n'en ont pas fait assez, là, mais nos gouvernements nous ont soutenus financièrement, que ce soit le fédéral ou le provincial, les gouvernements nous ont soutenus. Il y a quelqu'un qui devra payer la facture un jour, nos enfants probablement. Les corporations nous ont soutenus, les individus ont fait preuve d'une grande solidarité, autant par des dons financiers que par des dons de temps. Fait que tout n'est pas triste, puis tout n'est pas négatif dans cette aventure-là. Moi, je crois qu'il y a des choses très positives. Je ne veux pas avoir de l'air ésotérique, là, mais il y a des choses très positives, malgré tout, qui sont sorties. J'ai confiance que les organismes communautaires de quartier qui veillent au grain à la situation des gens qui sont précarisés, j'ai confiance qu'ils vont trouver des solutions pertinentes. Effectivement, j'espère bien. Moisson Montréal fait partie du conseil SAM, Système alimentaire montréalais, où vous avez travaillé sur le plan d'action intégré 2020-2022. Comment ce conseil va-t-il aider le renforcement de la résilience du secteur alimentaire montréalais? Le conseil participe évidemment à des exercices ou à des tables de concertation, si vous voulez, notamment la cellule d'urgence de la Ville de Montréal. Là. C'est un exercice de veille qui est en cours, de réflexion sur comment on peut atténuer la prochaine vague, comment on peut passer au travers le dernier stretch qui nous reste à faire. Il y a beaucoup d'énergie qui était... Évidemment, là, le Conseil est dans le mode de déploiement de son plan d'action. Fait que les différents axes qui avaient été identifiés vont se matérialiser progressivement. Ça va porter fruit. C'est sûr que c'est des travaux titanesques. Là, hein? On ne réglera pas la problématique. On ne sera pas capable de fournir demain matin une bonne alimentation équitable, de proximité, équilibrée, tout ça à tous les Montréalais demain matin. C'est des projets à long terme, des projets qui sont structurants, puis c'est pour ça que le plan d'action intégré du Conseil SAM avait toute sa pertinence et sa valeur. Là, on est en mode de déploiement, puis progressivement, les choses vont être suivies, puis les annonces vont être faites. J'ai confiance, puis c'est pour ça qu'on s'investit, nous autres, là-dedans, dans ces plateforme-là, parce qu'on pense qu'à long terme, c'est ça qui va changer. À long terme, c'est ça qui va guider le monde philanthropique à investir, à soutenir les activités qui sont vraiment structurantes, qui vont vraiment faire un changement. Je vous disais tantôt que dans le monde communautaire, il y a vraiment une pléiade très large de services qui sont offerts. Il peut y avoir des perceptions de dédoublement. De notre côté, je le répète, chaque situation est unique. Chaque situation est unique, puis souvent la pauvreté, c'est une chose qui est transitoire. Beaucoup de monde, puis tant mieux. Fait que pour eux autres, pour qui c'est transitoire, parce que le couple a éclaté ou parce qu'il y en a un des deux dans le couple qui a perdu son emploi, puis là, à un moment donné, le couple est plus capable de payer tout ce qu'il a payé. Ben ça, c'est une chose par opposition des gens qui sont dans la pauvreté depuis des décennies ou des générations. Ça commande des situations qui sont très différentes, ça prend des solutions qui sont très différentes. Le plan intégré du Conseil SAM voulait adresser tous les grands axes. Il y avait 5 grands axes identifiés. Puis moi, j'ai confiance que progressivement, ça va porter fruit. Richard Dano, directeur général de Moisson Montréal, merci et au plaisir. Merci beaucoup. Joyeuse fête. Mais à vous aussi. Merci à nos invités, Michel Leblanc de la Chambre de commerce de Montréal, Monsieur Carl Mérin de la Fondation Grand Montréal, Madame Manon Massé, chef du Québec solidaire, et Monsieur Richard Dano, directeur de Moisson Montréal. Merci à mon équipe de soutien à l'émission Racine. Merci à Ron Eddy à la régie. Merci, mesdames et messieurs, et au plaisir de vous revoir la semaine prochaine.